Vous pouvez mourir d'avoir voulu être vu. North Sentinel n'est pas seulement une île interdite, c'est un refus vivant, une frontière qui ne se contente pas d'être tracée sur une carte, mais qui se défend elle-même. Au milieu du golfe du Bengale, dans l'archipel des Andaman, il existe un territoire couvert de forêts, bordé de récifs, où vit un peuple qui rejette tout contact extérieur avec une constance presque absolue. Les autorités indiennes interdisent l'accès à l'île et maintiennent autour d'elle une zone de protection, officiellement pour éviter l'intrusion, les maladies et les violences. Et si cette interdiction existe, ce n'est pas parce qu'il y aurait là-bas un trésor, une base secrète ou un laboratoire enfoui sous la jungle. C'est peut-être plus dérangeant que ça. Elle existe parce qu'il y a encore, au XXIe siècle, un lieu où le monde moderne n'a pas gagné. Le nom de ce peuple, nous ne le connaissons même pas avec certitude dans sa propre langue. Nous les appelons les Sentinelles, ou les Sentinelles, parce qu'ils vivent sur North Sentinel Island. C'est notre étiquette, pas forcément la leur. Nous ne savons pas comment ils se nomment, comment ils racontent leurs origines, quels mots ils utilisent pour désigner la mer, la mort, la naissance, l'étranger. Rien que ça devrait nous arrêter. Nous parlons d'êtres humains installés à quelques dizaines de kilomètres d'un territoire administré par un État moderne, et pourtant, sur l'essentiel, nous sommes aveugles. Et c'est là que commence le vertige, parce qu'en général, quand nous ignorons quelque chose, nous nous racontons des histoires pour combler le vide. On imagine des sauvages féroces, des gardiens d'un secret antique, des survivants d'un autre âge, des fantômes de la préhistoire. Le cinéma adore ça. Internet adore ça encore plus. Mais la réalité est plus étrange que la fiction habituelle parce qu'elle est à la fois plus simple et plus impossible à accepter. Ce peuple n'est pas mystérieux parce qu'il cache quelque chose. Il est mystérieux parce qu'il n'a aucune raison de nous expliquer quoi que ce soit. Regardez bien le paradoxe. Dès qu'un groupe humain refuse de participer à notre monde, nous considérons ce refus comme une énigme. Comme s'il fallait forcément une grande raison secrète. Comme s'il fallait une malédiction, un culte, un rituel, une légende. Alors qu'il existe peut-être une explication beaucoup plus nue, beaucoup plus sèche, presque humiliante pour nous. Ils ont vu ce que les étrangers apportent, et ils ont conclu que cela n'en valait pas le prix. Pour comprendre ce qui se passe vraiment sur North Sentinel, il faut commencer par retirer une illusion très tenace. Non, ce n'est pas une capsule temporelle parfaite. Non, ce n'est pas un musée vivant de l'humanité primitive. Et non, ce n'est pas non plus une scène de film d'aventure où un explorateur courageux pourrait débarquer, sourire, offrir 2 noix de coco et repartir avec la grande vérité. Ce genre d'idée a déjà fait assez de dégâts ailleurs dans le monde. Les peuples isolés ne sont pas des énigmes conçues pour satisfaire notre curiosité. Ce sont des sociétés entières, avec leurs stratégies, leurs mémoires, leurs peurs, leurs règles, leurs techniques de survie. Nous ignorons presque tout de celles des habitants de North Sentinel, mais nous savons une chose de manière certaine. Leur hostilité n'est ni absurde, ni spontanée, ni folklorique. Elle a une logique. Cette logique s'est révélée au grand public par éclair, toujours bref, toujours violent. En 2004, après le tsunami de l'océan Indien, un hélicoptère envoyé pour vérifier si l'île avait été ravagée aperçoit un homme sur la plage. Il ne court pas vers l'appareil pour demander de l'aide. Il ne fait pas signe. Il bande son arc et vise le ciel. L'image a fait le tour du monde. Un homme minuscule, presque nu, face à une machine venue d'un autre univers technologique et qui répond à l'intrusion comme ses ancêtres ont peut-être répondu pendant des siècles. Pas de discours, pas de négociation, une flèche. Nous avons lu cette scène comme une image spectaculaire. Mais si on la regarde autrement, elle ressemble à un message parfaitement clair
Nous avons survécu. Partez. La même brutalité de frontière apparaît dans les cas les plus connus. En 2006, 2 pêcheurs indiens qui s'étaient approchés illégalement de l'île y ont trouvé la mort après que leur embarcation eut dérivé vers le rivage. En 2018, John Allen Shaw, un missionnaire américain de 26 ans, a tenté à plusieurs reprises d'aborder l'île dans l'espoir de convertir ses habitants au christianisme. Il a été tué. Ces événements ont souvent été racontés comme des drames individuels, presque comme des actes de barbarie. Mais du point de vue de l'île, ils racontent autre chose. Chaque approche non autorisée est interprétée comme une agression potentielle. Et à la lumière de l'histoire coloniale des Andaman, cette interprétation n'a rien d'irrationnel, parce que le cœur du sujet est là. La vraie question n'est pas « pourquoi sont-ils violents ?» La vraie question est « qu'est-ce que nous appelons violence exactement ?» Un homme qui traverse des milliers de kilomètres, paie des intermédiaires, contourne des lois, apporte avec lui des microbes, des croyances, des objets, une intention de conversion et la conviction que sa mission justifie le risque qu'il impose aux autres. Est-il moins violent que celui qui tire une flèche pour l'empêcher d'entrer? La réponse n'est pas confortable. C'est pour ça qu'on l'évite. Et plus on remonte dans le temps, plus cette gêne devient lourde. Au XIXe siècle, l'Empire britannique s'intéresse aux Andaman avec sa logique habituelle. Cartographier, classifier, administrer, capturer, étudier. En 1880, l'officier colonial Maurice Vidal Portman débarque sur North Sentinel avec une équipe armée. Il trouve des sentiers, des campements abandonnés, des traces de présence. Les habitants se sont cachés. Il finit par capturer un couple âgé et plusieurs enfants qui l'emmènent à Port-Blair. Les adultes meurent rapidement de maladie. Les enfants sont renvoyés sur l'île. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite, mais il faut avoir le courage de nommer ce que cela signifie probablement. Les étrangers n'ont pas simplement été vus comme des envahisseurs. Ils ont pu être littéralement associés à la maladie, à l'enlèvement et à la mort. Une mémoire collective peut se bâtir sur moins que ça. Imaginez maintenant la scène du point de vue de l'île. Des êtres inconnus arrivent de la mer. Ils prennent des gens. Les personnes enlevées reviennent, ou peut-être ne reviennent pas toutes, mais ce qui revient avec elles, c'est la fièvre, la faiblesse, l'idée que l'étranger n'apporte pas seulement des objets étranges, mais une contamination invisible. À partir de là, chaque bateau n'est plus une visite. C'est une menace biologique. Et soudain, tout ce que nous interprétons comme de l'agressivité prend une autre couleur. Ce n'est plus une fermeture irrationnelle. C'est un système immunitaire culturel. Ce mot est important, immunitaire, car l'une des raisons majeures de l'interdiction actuelle est sanitaire. Les groupes vivant en isolement volontaire ou en quasi-isolement n'ont souvent pas d'immunité face à des maladies banales pour nous. Un simple rhume, une grippe, une infection intestinale peuvent devenir catastrophiques. Les exemples dans les îles Andaman sont tragiquement connus. D'autres peuples autochtones de la région ont vu leur population s'effondrer après le contact prolongé avec les colonisateurs, les colons, les missionnaires et l'administration. C'est précisément ce précédent qui soutient aujourd'hui la politique dite « eyes on, hands off », surveiller sans intervenir. Cette politique, d'ailleurs, n'a pas toujours existé. Pendant des décennies, les autorités indiennes ont elles aussi tenté une approche de contact amical. À partir des années 1960 et jusque dans les années 1990, des équipes se rendaient périodiquement près de l'île, déposant des cadeaux sur la plage, noix de coco, bananes, morceaux de métal, parfois des objets plus absurdes encore. À certains moments, les habitants restaient cachés. À d'autres,
ils sortaient armés. Parfois, ils acceptaient les présents. Parfois, ils les détruisaient. Parfois, ils visaient les visiteurs. En 1991, l'anthropologue T.N. Pandy participa à ce qui est souvent décrit comme le contact le plus pacifique jamais observé. Des insulaires s'approchèrent, s'en tirèrent immédiatement, récupérèrent des noix de coco, semblèrent tolérer la proximité pendant un bref instant. Beaucoup y ont vu une ouverture. C'était peut-être une erreur d'interprétation, parce qu'une scène calme ne signifie pas un consentement durable. Et peu après, les missions régulières furent abandonnées. Voilà l'un des pièges les plus subtils dans cette histoire. Nous voulons toujours transformer le moindre geste ambigu en signe d'amitié potentielle. Un bras moins tendu, une flèche non tirée, un objet ramassé sur la plage, et aussitôt, notre imaginaire s'emballe. Ça y est, la glace se brise. Mais si, pour eux, ces épisodes n'étaient pas des débuts de relation, si c'était simplement des évaluations tactiques, une façon de tester, à distance, ce que fait l'intrus, ce qu'il laisse, ce qu'il veut, jusqu'où il ose avancer, car nous parlons d'un peuple qui ne vit pas dans le vide. C'est un autre cliché qu'il faut casser. On entend souvent qu'ils seraient bloqués dans le passé. Pourtant, des observations montrent qu'ils utilisent du métal récupéré, parfois issu d'épaves ou de matériaux trouvés dans les environs, qu'ils savent adapter à leurs outils et à leurs armes. Ils ne sont donc pas figés dans une pureté préhistorique, imaginaire. Ils choisissent. Ils prennent ce qui leur est utile, rejettent ce qui menace leur autonomie et gardent la distance. Ce n'est pas de l'archaïsme, c'est une intelligence politique de survie. Et c'est là que North Sentinel devient presque philosophique. Parce qu'en vérité, ce qui nous fascine n'est pas seulement l'isolement, c'est la souveraineté absolue qu'il implique. Un peuple sans ambassadeur, sans traité, sans compte officiel, sans drapeau reconnu, sans chaîne de télévision, sans ONG pour parler à sa place, et pourtant capable d'imposer sa volonté à des États, à des touristes, à des missionnaires, à des journalistes et à l'imaginaire mondial. Il n'a pas besoin de conférences de presse. Son nom est si net qu'il traverse les décennies. Mais un nom aussi net provoque toujours la même réaction chez ceux qui vivent dans des civilisations expansives, la tentation de lui inventer un secret. Alors, forcément, les hypothèses prolifèrent. On raconte qu'il protégerait des ruines plus anciennes que tout le reste de l'archipel, qu'il y aurait sous la canopée des vestiges inconnus, que l'île abriterait une lignée humaine, séparée depuis des millénaires, au point d'avoir développé une culture complètement étrangère à tout ce que nous connaissons, que certaines nuits, des lueurs étranges seraient visibles au large, qu'après le tsunami, les habitants auraient anticipé la vague avant les systèmes modernes, qu'ils sauraient lire la mer comme d'autres lisent un livre. Certaines de ces idées relèvent du fantasme pur, d'autres ont une base plus modeste. L'observation que des sociétés côtières très expérimentées perçoivent parfois des signes environnementaux qui échappent aux visiteurs. Mais entre un savoir écologique raffiné et une aura quasi surnaturelle, Internet choisit toujours la seconde option. C'est plus vendeur. Pourtant, la vraie étrangeté n'a pas besoin d'être embellie. Elle tient déjà dans les faits. Nous ignorons leur nombre exact. Les estimations circulent, souvent très prudentes, parfois autour d'une petite centaine d'individus, mais sans recensement fiable. Nous ignorons leur langue. Nous ignorons la structure précise de leur parenté, leur vision du monde, leurs récits fondateurs, leurs rites funéraires, leurs interdits alimentaires, leurs formes de pouvoir, leur manière d'élever les enfants, leurs peurs sacrées. Et ce trou immense dans notre connaissance ne provient pas d'une civilisation disparue il y a 2000 ans. Il existe maintenant, à l'heure des satellites, des drones, des bases de données et des réseaux mondiaux.
Rien que cela suffit à donner à l'île une densité presque irréelle. D'ailleurs, plus on regarde la carte, plus le malaise grandit. North Sentinel n'est pas perdue au milieu de nulle part. Elle n'est pas au bout du monde. Elle est à portée d'embarcation depuis Port-Blair. Elle existe au voisinage d'un monde administratif, policier, militaire, touristique même. Et malgré cette proximité, quelque chose résiste. Comme si la modernité tournait autour d'un noyau qui ne veut ni être absorbé, ni être raconté par d'autres. Et alors, une question se glisse, silencieuse, presque gênante. Et si le véritable mystère n'était pas ce qui se passe sur l'île, mais ce qui se passe en nous quand nous réalisons qu'un peuple peut regarder notre monde et le refuser? Nous avons du mal à supporter cette idée. Nous préférerions qu'ils nous craignent par ignorance, ou qu'ils protègent un secret extraordinaire, ou qu'ils soient prisonniers de coutumes trop anciennes pour comprendre ce que nous pourrions leur offrir. Ce serait rassurant, cela flatterait notre rôle. Mais s'ils comprennent très bien, à leur manière, ce que représente l'arrivée de l'étranger, alors leur refus cesse d'être un malentendu. Il devient un jugement. Et c'est précisément ce jugement que des siècles d'approches maladroites, coloniales, pseudo-scientifiques ou missionnaires ont rendu crédible. On pourrait presque résumer toute l'histoire de North Sentinel ainsi. Chaque fois que quelqu'un s'en est approché en pensant apporter quelque chose, il apportait aussi un danger qu'il refusait de voir. Des soldats apportaient l'ordre, mais aussi l'enlèvement. Des savants apportaient l'observation, mais aussi les microbes. Des administrateurs apportaient la protection, mais aussi l'intrusion. Des missionnaires apportaient le salut, mais aussi l'effacement d'un monde. Des curieux apportaient des cadeaux, mais aussi la possibilité d'une catastrophe démographique. À force, l'arc bandé sur la plage n'a plus rien d'énigmatique. Il ressemble à la conclusion la plus raisonnable possible. Mais attention, réduire l'île à une simple leçon morale serait encore une manière de s'en servir. Il ne faut pas transformer les habitants de North Sentinel en symboles commodes de la pureté, de l'anti-modernité ou de la sagesse écologique. Ce serait encore leur voler quelque chose. Peut-être qu'ils ne sont ni sages, ni pacifiques, ni exemplaires. Peut-être qu'il existe chez eux des conflits, des peurs, des violences, des hiérarchies dures, des récits sombres, des règles qui nous choqueraient. Nous n'en savons rien. Et c'est justement cela, la limite qu'il faut accepter. Le respect commence parfois là où l'interprétation s'arrête. Seulement voilà, l'être humain déteste les limites, surtout quand elles sont imposées par plus petit que lui, plus discret que lui, moins équipé que lui. Alors, il revient, sous une autre forme, avec une autre excuse, une autre caméra, une autre mission, un autre discours sur la curiosité, la foi, la science, l'humanité commune. Il revient toujours. Et c'est ce retour permanent qui fait naître la question la plus inquiétante de toutes. North Sentinel est-elle vraiment protégée ou seulement en sursis? Parce qu'au large de l'île, il n'y a pas que la mer et le silence. Il y a aussi les pêcheurs illégaux, les trafics, les rêveurs fanatiques, les aventuriers en quête d'audience, les gens assez narcissiques pour appeler rencontre ce qui pourrait devenir une épidémie. Même en 2025, un influenceur américain a illégalement tenté de s'en approcher avant d'être arrêté. Ce simple fait prouve une chose, la fascination n'a pas diminué, elle change seulement de costume. Hier, l'explorateur, aujourd'hui, le créateur de contenu. Hier, la mission civilisatrice. Aujourd'hui, la chasse au choc visuel. Le mécanisme, lui, reste étrangement le même. Et si le plus grand danger pour l'île n'était pas une invasion massive, mais une suite de petites transgressions faites par des gens persuadés d'être l'exception, c'est là que tout bascule.
Parce qu'à partir du moment où l'on comprend cela, North Sentinel cesse d'être seulement une histoire de jungle, d'arcs et de récifs. Elle devient le théâtre d'un conflit beaucoup plus moderne, le droit absolu à l'opacité contre l'obsession universelle de l'accès. Et ce conflit, lui, ne fait que commencer. Ils ne nous doivent pas d'explication. Et pourtant, nous revenons toujours à la même question, presque malgré nous. À quoi ressemble une vie entière sur une île qui refuse le monde? Pas dans le fantasme, pas dans la carte postale anthropologique, pas dans l'idée vague de tribus isolées que l'on range trop vite dans un coin de sa tête, comme on range un vieux documentaire poussiéreux. Non, une vie concrète, le matin, la faim, la pluie, les enfants, les blessures, la mémoire, la peur, le rire aussi, probablement. Car c'est là que le mystère devient plus dense. Dès qu'on cesse de voir North Sentinel comme une simple zone interdite, il faut admettre qu'il s'y déroule une existence complète, quotidienne, organisée, subtile, avec des gestes répétés depuis des générations, mais adaptés sans cesse à un environnement exigeant. L'île elle-même impose déjà une première vérité. Elle n'est pas une forteresse de pierre, mais un organisme vivant. Une masse de forêts tropicales, de plages, de récifs, de lagons, de mangroves, de ressources précieuses, mais limitées. Vivre là, ce n'est pas seulement échapper au monde moderne, c'est savoir exactement comment ce monde local fonctionne, quels poissons se capturent à quelle saison, où le rivage devient dangereux quand la mer se retire, quels arbres donnent un bois utile, comment traverser des zones de corail sans se taillader les pieds, où s'abriter quand les pluies deviennent violentes, quels signes annoncent un changement du ciel. Dans un environnement comme celui-là, survivre ne relève pas d'une magie primitive. Cela demande une intelligence écologique d'une précision redoutable. Et souvent, nous sous-estimons ce genre d'intelligence, parce qu'elle ne produit ni application mobile, ni traité académique. Pourtant, elle peut être plus fine que la nôtre, dans son propre domaine. Un habitant de North Sentinel n'a sans doute pas besoin d'expliquer par écrit les courants, les marées, les zones de pêche ou les humeurs de la mer. Il les lit dans le réel, il grandit dedans, il les absorbe par imitation, correction, attention et répétition. Là où nous voyons de la nature, lui voit un système d'indices. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'idée selon laquelle les habitants seraient coupés du temps est trompeuse. Un peuple peut être isolé politiquement sans être immobile techniquement. Les sentinelles ne vivent pas hors de l'histoire. Ils vivent dans leur propre continuité historique. Et cette continuité comprend probablement des innovations, des apprentissages, des adaptations progressives. L'usage de métal récupéré, souvent mentionné, en est un bon exemple. Cela signifie qu'ils n'adorent pas un passé pur. Ils incorporent ce qui leur sert. Le matériau change, mais l'autonomie reste la règle. Essayez d'imaginer l'effet mental que cela produit. Vous voyez des fragments du monde extérieur arriver à vous sans que vous en acceptiez le monde lui-même. Un morceau d'épave, une tôle, un clou, du métal corrodé, des restes rejetés par la mer. Ce n'est pas une ouverture diplomatique. Ce n'est pas un commerce. C'est presque comme si l'océan déposait des énigmes techniques sur votre rivage. Et vous les transformez. Vous les pliez à votre logique. Vous en faites autre chose. Il y a quelque chose de profondément puissant là-dedans. Prendre l'objet sans prendre la dépendance. C'est peut-être cela, au fond, qui rend North Sentinel si difficile à lire pour nous. Nous sommes habitués à penser que tout contact entraîne une absorption, une influence, une intégration graduelle, un avant, un après. Or là,
Non. L'île semble dire « Nous pouvons voir des traces de vous, parfois en utiliser certaines, et malgré tout, maintenir une barrière nette. » Autrement dit, le rejet n'exige pas l'ignorance. On peut refuser sans être naïf. La question suivante surgit presque aussitôt. Combien sont-ils réellement? C'est l'une des grandes zones de brouillard. Les estimations prudentes oscillent, selon les périodes, sur des chiffres modestes. Quelques dizaines. Peut-être davantage, peut-être moins. Mais ce flou n'est pas un détail statistique anodin. Il change complètement la manière de penser leur vulnérabilité. Une petite population insulaire peut traverser les siècles, oui. Mais elle vit aussi au bord de risques constants. Maladies, blessures, aléas climatiques, tensions internes, manque de partenaires, accidents de chasse ou de pêche, tempêtes, perte de savoir si des aînés disparaissent brusquement. Et voilà un autre renversement intéressant. Nous avons tendance à imaginer que le danger principal vient de leur éventuelle violence envers l'étranger. Mais leur fragilité réelle va dans l'autre sens. C'est l'étranger qui représente pour eux une disproportion immense. Une simple transmission virale, imperceptible pour celui qui la porte, pourrait ravager un groupe entier. Une intrusion curieuse pourrait produire, en quelques jours, plus de destruction qu'un cyclone ordinaire. C'est précisément pour cette raison que l'obsession de les rencontrer au moins une fois est si troublante. Beaucoup de gens s'imaginent qu'un contact limité, encadré, bienveillant, pourrait être possible. L'idée paraît presque tendre, presque humaniste. Elle est en réalité chargée d'un aveuglement colossal, parce qu'elle suppose que notre désir de communication vaut davantage que leur droit à l'intégrité. Elle suppose aussi que nous serions capables de maîtriser les conséquences d'un événement dont l'histoire mondiale montre justement qu'il échappe très souvent au contrôle. Prenez un instant pour inverser complètement la scène. Imaginez que vous vivez dans une société minuscule, entourée d'un monde immense dont vous avez peut-être aperçu la brutalité par fragments. Des bateaux, des hommes inconnus, des captifs, des maladies, des gestes imprévisibles. Et un jour, quelqu'un vous dit « N'ayez pas peur, ils viennent seulement parler ». Vous accepteriez? Rien n'est moins sûr. Parler n'est pas neutre. Parler ouvre. Et toute ouverture, pour une communauté très réduite, peut devenir un corridor à sens unique. Car le contact n'apporte jamais seulement de l'information. Il apporte aussi des comparaisons, des désirs nouveaux, des objets qui redistribuent le prestige, des rapports de force inédits, des différences de statut entre ceux qui approchent les étrangers et ceux qui s'en méfient. Il peut casser des équilibres internes que nous ne soupçonnons même pas. Nous nous comportons souvent comme si une société isolée était un bloc homogène, alors qu'elle possède sans doute ses tensions, ses arbitrages, ses règles de prudence, peut-être même ses désaccords. Il est fort possible que certains aient été plus curieux à certains moments, d'autres plus hostiles, d'autres plus stratégiques. Mais dès qu'une pression extérieure se manifeste, la ligne de défense commune peut redevenir non négociable. C'est aussi pour cela que les rares images de l'île ont tant marqué l'imagination. Elles sont peu nombreuses, parfois lointaines, souvent captées depuis la mer ou depuis les airs. Quelques silhouettes sur le sable, des pirogues étroites, des arcs, un rivage, une clairière peut-être. Et justement, cette rareté visuelle alimente une machine mentale redoutable. Nous remplissons les vides avec nos mythes. Nous voulons que chaque image soit une révélation. Or, elle ne révèle presque rien. Elle excite seulement notre besoin d'inventer le hors-champ. Ce hors-champ devient parfois extravagant. Certains imaginent des pratiques rituelles extraordinaires, des croyances perdues, des créatures associées à la forêt, presque comme si l'île devait absolument contenir son bestiaire secret pour mériter la fascination qu'elle provoque. Là encore,
C'est une erreur très humaine. Dès qu'un espace nous échappe, nous l'animons de présence surnuméraire. Pas forcément parce que nous y croyons vraiment, mais parce qu'un mystère nu nous semble insuffisant. Il nous faut des ombres de plus. Pourtant, l'île n'a pas besoin de monstres pour être dérangeante. Son vrai monstre, si l'on ose employer ce mot, c'est notre ignorance. Une ignorance contemporaine, insupportable pour une civilisation qui cartographie tout, archive tout, numérise tout, explique tout. North Sentinel échappe à cette pulsion comme une zone de silence sur un disque dur planétaire. Et ce silence nous pousse à des hypothèses parfois plus sophistiquées. Certains se demandent si les sentinelles ont gardé le souvenir d'un traumatisme colonial si intense qu'ils structurent encore tout leur rapport à l'extérieur. L'idée est plausible, même si nous ne pouvons pas la prouver dans le détail. D'autres pensent que le rejet actuel est moins la survivance intacte d'une vieille mémoire qu'une stratégie régulièrement réactualisée face à des menaces toujours visibles autour d'eux. Après tout, il n'est même pas nécessaire d'hériter d'un récit très précis pour savoir qu'un bateau inconnu peut annoncer le malheur. Quelques générations d'observation suffisent. Peut-être que nous romantisons trop la notion de mémoire ancienne. Il n'est pas obligatoire qu'un mythe fondateur raconte, au coin du feu, l'enlèvement d'autrefois dans chaque détail. Il suffit qu'une culture ait appris, par répétition, que l'approche étrangère est corrélée au danger. À partir d'un certain point, la prudence devient structurelle. Elle ne dépend plus d'un souvenir intact. Elle devient un réflexe collectif, incorporé dans la manière même d'habiter le rivage. Et c'est peut-être au bord de l'eau que tout se joue. La plage, dans notre imaginaire, évoque souvent l'ouverture, l'arrivée, la rencontre, l'exotisme. Sur North Sentinel, elle joue presque le rôle inverse. C'est une ligne nerveuse, un espace de veille, le lieu où l'inconnu se matérialise, là où une communauté entière doit décider, en quelques secondes, si ce qu'elle voit est supportable ou non. La plage n'est pas la promesse du large, c'est la cicatrice du contact possible. On comprend alors pourquoi les scènes observées de loin ont cette tension particulière. Un petit groupe sort du couvert des arbres. Des hommes tiennent des arcs. Des femmes et des enfants restent plus en retrait. On n'avance pas au hasard. On jauge. On regarde l'embarcation, la distance, les gestes, le temps passé sur zone. La scène peut durer peu, mais elle concentre des choix existentiels. S'approcher, se montrer, rester invisible, tirer tout de suite, attendre, laisser des objets être déposés, les récupérer plus tard. Chaque option implique une lecture du danger. Et ce qui est fascinant, c'est que cette lecture peut être plus rationnelle que celle de l'intrus. Car l'intrus, lui, arrive souvent encombré d'idées qui l'aveuglent. L'explorateur veut découvrir, le missionnaire veut sauver, le journaliste veut témoigner, le touriste veut voir, l'influenceur veut capturer une image. Tous pensent avoir une bonne raison. Très peu se demandent si, du point de vue de ceux qu'ils abordent, ces nuances ont la moindre importance. Le danger n'a pas besoin d'être mal intentionné pour être mortel. John Allen Shaw est devenu, pour cette raison, un personnage presque symbolique, non pas seulement parce qu'il a été tué, mais parce que son cas concentre toutes les illusions contemporaines sur le droit d'entrer quelque part au nom d'une conviction personnelle. Dans ses écrits, il se percevait comme porteur d'une mission sacrée. Certains l'ont décrit comme un martyr, d'autres comme un fanatique. Ce qui importe ici, c'est autre chose. Il avait transformé l'île en théâtre de son propre destin spirituel. Et c'est très souvent ainsi que commence la violence coloniale la plus subtile. Quand l'autre cesse d'être un sujet autonome pour devenir le décor de votre révélation intérieure. Cette logique-là n'a pas disparu avec les empires. Elle s'est miniaturisée.
Elle s'est individualisée. Elle circule sous forme de projets personnels, de quêtes de sens, de défis, de contenu, de rencontres humaines exceptionnelles. Elle porte des baskets, un drone, un smartphone, un discours sur l'authenticité. Mais au fond, elle repose sur la même idée dangereuse. Ma volonté d'atteindre l'autre prime sur son droit à me rejeter. North Sentinel expose cette idée avec une netteté brutale, parce qu'elle la brise immédiatement. Elle n'offre pas de demi-sourire diplomatique. Elle ne produit pas de zone grise confortable. Elle oblige le monde extérieur à entendre quelque chose qu'il déteste entendre. Non, un non sans entretien préalable, un non sans justification écrite, un non sans médiateur, un non qui ne cherche pas à plaire, un non qui n'a pas besoin d'être pédagogique pour être légitime. Et peut-être que notre malaise vient exactement de là. Nous vivons dans un univers où tout doit être expliqué, débattu, mis en récit, rationalisé devant témoins. Là-bas, le refus ne passe pas par nos procédures. Il s'incarne. Il surgit au bord de l'eau avec un arc à la main. Ce n'est pas élégant selon nos codes. Ce n'est pas compatible avec nos protocoles. Mais c'est terriblement clair. Il y a aussi une dimension plus troublante encore. Chaque fois que nous parlons de l'île, nous avons presque envie d'imaginer qu'elle cache quelque chose de colossal, parce que nous supportons mal l'idée que la simple préservation d'une distance puisse suffire à justifier tant de protection. Nous voulons des ruines, des rites secrets, une langue contenant un savoir oublié, des créatures évoquées à voix basse, des signes incompréhensibles vus dans la jungle. En réalité, l'essentiel est peut-être beaucoup plus austère. Ce qu'ils défendent n'est pas forcément un secret spectaculaire. C'est la continuité même de leur monde. Et cela change tout, car défendre un trésor, c'est une chose. Défendre une manière d'être au monde, c'en est une autre. Un trésor peut se voler. Une manière d'être au monde, dès qu'elle est trop violemment exposée, peut se dissoudre. Dès lors, la forêt elle-même prend un autre statut dans notre imagination. Nous ne la voyons plus seulement comme un décor tropical épais et sombre, elle devient une archive non écrite. Pas au sens romantique, pas comme si chaque arbre détenait un manuscrit invisible, mais parce qu'un territoire conservé permet la transmission de gestes, de parcours, de connaissances et de repères qui n'existent qu'en situation réelle. Détruisez l'espace ou forcez son ouverture. Et ce ne sont pas seulement des individus que vous blessez. C'est la mémoire pratique d'un peuple entier. On parle souvent des langues menacées, comme de bibliothèques qui brûlent. Pour North Sentinel, on pourrait dire quelque chose de voisin. L'intrusion incontrôlée risquerait de brûler une bibliothèque dont nous n'avons jamais lu une seule page et dont les habitants n'ont aucune obligation de nous faire la lecture. Et pourtant, malgré cela, la tentation persiste. Elle prend parfois des formes presque infantiles. Et si on leur laissait juste une caméra? Et si on leur apportait des médicaments? Et si quelqu'un de très prudent essayait? Ces scénarios reposent sur l'illusion que le problème n'est qu'une question de méthode, comme s'il existait un bon protocole d'irruption, comme si la volonté de préserver l'autonomie d'un peuple pouvait être contournée par assez d'intelligence logistique. Mais la vraie réponse est plus rude. Le problème, ce n'est pas seulement comment entrer, c'est le fait de vouloir entrer. Et c'est précisément ce point que beaucoup refusent d'admettre, parce qu'il heurte une croyance centrale de notre époque. L'idée que tout espace fermé doit, tôt ou tard, devenir accessible. North Sentinel dit l'inverse. Il existe des portes qu'il faut laisser fermées, non parce qu'elles protègent d'un monstre, mais parce que les franchir ferait de nous le monstre. Seulement voilà, dans les décennies qui viennent, la pression ne viendra peut-être pas seulement des bateaux ou des curieux. Elle viendra aussi d'un autre endroit,
plus froid, plus abstrait, plus implacable, le changement du monde autour de l'île. Car même si personne n'y débarque, l'extérieur peut quand même entrer. Et quand ce danger-là commencera à se rapprocher, toutes nos certitudes morales risqueront de vaciller. Le plus troublant, c'est peut-être ça. North Sentinel peut rester fermé à nos bateaux, et pourtant être touchée de plein fouet par un monde qu'elle n'a jamais invité. Car une île n'est jamais seulement un point sur une carte. C'est un équilibre, un dialogue continu entre la forêt, le sable, les récifs, la pluie, les poissons, les saisons, les vents, les courants, les arbres, les insectes, les oiseaux, les marées. Et quand ce dialogue commence à se dérégler à l'échelle régionale ou planétaire, l'isolement ne protège plus aussi bien qu'avant. Les petites îles sont particulièrement exposées à la montée des eaux, aux cyclones plus destructeurs, aux changements de température, à la dégradation des récifs coralliens et aux perturbations écologiques en chaîne. L'IPCC souligne de manière générale que les petites îles sont déjà affectées par la hausse du niveau marin, le blanchissement corallien, les tempêtes et d'autres pressions climatiques, tandis que des documents officiels sur les Andaman et Nicobar signalent aussi les risques liés à l'élévation du niveau de la mer et au stress sur les récifs dans l'archipel. Et là, soudain, la question change de nature. Avant, on se demandait, faut-il les laisser tranquilles ? Maintenant, une autre question arrive, beaucoup plus inconfortable. Que se passe-t-il si le monde extérieur dérègle leur environnement sans même débarquer sur leur plage? C'est une question redoutable, parce qu'elle casse le schéma moral simple. Tant que le danger principal, c'est le touriste stupide, le missionnaire exalté ou le pêcheur imprudent, la réponse semble évidente. Interdiction, distance, protection, point final. Mais si le danger prend la forme d'une mer qui monte lentement, d'un récif affaibli, d'une chaîne alimentaire perturbée, d'événements extrêmes plus fréquents, alors la logique du « ne pas intervenir » se complique. Non parce qu'elle deviendrait fausse, mais parce qu'elle rencontrerait une limite tragique. On peut empêcher un homme d'approcher en bateau. On ne peut pas dresser une barrière contre un climat dérangé par le reste du monde. Et c'est là que North Sentinel cesse d'être seulement une histoire d'isolement. Elle devient aussi une histoire d'injustice climatique potentielle. Imaginez la scène dans quelques années, ou quelques décennies. Pas une scène spectaculaire comme au cinéma, pas la vague géante, pas le ciel rouge, pas la musique dramatique. Non, quelque chose de plus lent, donc plus cruel. Un récif qui protège moins bien certaines zones côtières, des ressources marines qui se déplacent, une salinisation discrète, une tempête qui abîme davantage qu'avant, des cycles qui deviennent moins lisibles. Rien qui produise immédiatement un grand titre mondial, et pourtant tout ce qu'il faut pour fissurer une stabilité ancienne. Nous ne pouvons pas affirmer que North Sentinel est déjà en train de basculer dans ce scénario précis. Ce serait prétendre voir à travers la forêt. Mais nous savons que les petites îles et les récifs de la région ne sont pas hors du monde physique. Les Andaman ont déjà connu des épisodes de blanchissement corallien et les rapports régionaux associent ces vulnérabilités aux pressions climatiques et océaniques. Le point important n'est donc pas de fantasmer une apocalypse secrète sur North Sentinel. Le point important, c'est de comprendre que son isolement politique ne la rend pas invulnérable écologiquement. Et à partir de là, une angoisse plus subtile apparaît. Que ferait le monde extérieur si une catastrophe majeure frappait directement l'île? Question simple en apparence, réponse impossible en pratique. Parce qu'en cas de cyclone dévastateur, de forte submersion, de famine temporaire ou de désorganisation brutale, toute intervention humanitaire rencontrerait le même problème fondamental que toute intrusion antérieure.
elle pourrait sauver quelques vies à court terme, tout en menaçant l'existence du groupe à moyen terme par l'introduction de maladies, de dépendance ou de ruptures sociales. Le dilemme est presque insoutenable. Aider peut détruire. Ne pas aider peut sembler cruel. Mais qui décide, au juste, de ce qu'est une aide légitime pour un peuple qui a constamment signifié son refus? Les politiques de protection mises en avant par l'Inde et soutenues par plusieurs défenseurs des peuples autochtones reposent précisément sur cette prudence extrême. Et c'est dans ce genre de moment imaginaire que beaucoup de certitudes modernes commencent à vaciller. Nous aimons croire que l'aide est une évidence morale. Mais l'histoire du contact forcé avec des peuples autochtones montre que l'aide venue de l'extérieur transporte souvent avec elle des hiérarchies, des microbes, des dépendances et des transformations irréversibles. Ce n'est pas une accusation abstraite, c'est une constante historique. Alors oui, la vraie question devient presque insupportable à formuler. Si North Sentinel devait un jour souffrir d'un bouleversement venu du dehors, aurait-on le droit de forcer son salut? Le mot « forcer » est essentiel. Parce que c'est toujours là que se cache le cœur du problème. Pas dans l'intention, dans la contrainte. Et plus on y pense, plus on voit apparaître un paradoxe presque cruel. Le monde moderne pourrait un jour se retrouver dans la position absurde de menacer un peuple à distance, puis de prétendre devoir entrer chez lui pour le sauver des conséquences du danger qu'il a lui-même contribué à créer. Voilà une scène que notre époque adore produire. D'abord, elle fracture. Ensuite, elle intervient. Puis elle se félicite de son intervention. North Sentinel, si elle restait au centre d'un tel dilemme, deviendrait alors bien plus qu'une île interdite. Elle deviendrait un miroir moral gigantesque. Mais le climat n'est pas le seul chemin par lequel l'extérieur peut entrer. Il y a aussi la surveillance. Et là encore, l'histoire devient étrange. Car nous avons tendance à opposer brutalement deux mondes. Eux, dans leurs forêts. Nous, dans nos réseaux. Pourtant, même sans mettre le pied sur l'île, le monde moderne peut déjà la cerner visuellement, juridiquement, symboliquement, médiatiquement. Des avions l'ont survolée, des hélicoptères l'ont observée, des satellites la montrent, des cartes la détaillent, des articles la racontent, des vidéos la commentent, des influenceurs la fantasment. L'île refuse le contact direct, mais elle ne peut pas empêcher d'être vue depuis l'extérieur. Et cette asymétrie produit quelque chose de profondément dérangeant. Un peuple qui ne veut pas entrer dans notre monde devient malgré lui un objet permanent de regard dans le nôtre. Regarder sans toucher, est-ce déjà violer? La question paraît excessive. Elle ne l'est pas tant que ça. Parce que regarder, chez nous, n'est presque jamais innocent. Regarder mène à raconter. Raconter mène à classer. Classer mène à gérer. Gérer mène à justifier de futures décisions. Même quand l'on croit simplement documenter, on prépare parfois des formes plus douces d'appropriation. Et c'est précisément pour cette raison que North Sentinel fascine autant les médias. Elle résiste non seulement à l'intrusion physique, mais aussi à la digestion symbolique complète. On peut écrire 100 articles sur elle, et malgré tout rester au seuil. Seulement, ce seuil attire. Il attire les journalistes parce qu'il produit du mystère. Il attire les aventuriers parce qu'il produit du prestige. Il attire les fanatiques parce qu'il promet une épreuve ultime. Il attire les plateformes parce qu'il produit du clic. Il attire les esprits les plus malades aussi, ceux qui confondent toujours interdiction et invitation. Et voilà pourquoi l'incident de 2025 a tant choqué. Un YouTuber américain a été arrêté après avoir illégalement accosté sur North Sentinel, laissé une canette de soda et une noix de coco comme offrande, filmé son approche et mis en danger à la fois sa propre vie et celle des habitants. Ce n'était pas une mission scientifique. Ce n'était pas une opération de secours.
Ce n'était même pas un geste impulsif et ivre, lancé sur un coup de folie. Selon les autorités et les médias, l'approche avait été préparée. Cela signifie quelque chose de très simple et de très inquiétant. Malgré la mort de John Allen Shaw, malgré l'interdiction, malgré les avertissements répétés, l'île continue d'exercer une attraction assez forte pour pousser certains à transformer un peuple vulnérable en décor de contenu extrême. Et là, quelque chose se casse dans notre manière de raconter l'histoire. Pendant longtemps, la menace avait le visage classique de l'explorateur ou du missionnaire. Ce sont des figures anciennes, presque théâtrales. On peut croire qu'elles appartiennent à un autre siècle. Mais le YouTuber, lui, est un personnage parfaitement contemporain. Il n'apporte pas une croix, ni un drapeau, ni un mandat impérial. Il apporte une caméra embarquée, une logique d'audience, une économie de l'attention. Et d'une certaine manière, cela rend la scène encore plus sombre. Parce que cela prouve que la vieille pulsion coloniale n'a pas disparu. Elle s'est convertie au langage de la visibilité. Avant, on voulait atteindre l'autre pour le convertir, l'étudier, le gouverner. Aujourd'hui, certains veulent l'atteindre pour l'enregistrer, le publier, l'ajouter à leur identité numérique. Le mécanisme change de costume, mais pas forcément d'âme. Dans les deux cas, l'autre n'est plus perçu comme un sujet à respecter, mais comme une expérience à saisir. Et ce point est capital pour comprendre ce qui se passe vraiment autour de North Sentinel. L'île n'est pas seulement protégée contre le contact physique. Elle lutte, d'une certaine façon, contre une civilisation qui transforme tout ce qu'elle touche en images, en récits, en marchandises ou en preuves de soi. C'est peut-être ça, la nouvelle frontière. Pas la mer. L'attention. Une attention mondiale, flottante, parfois malsaine, qui tourne autour de l'île comme un essaim invisible. Et plus cette attention grandit, plus un autre risque apparaît. Le risque juridique et politique. Les protections officielles existent, oui. L'Inde a rappelé à plusieurs reprises que les droits et le bien-être des sentinellaises devaient être sauvegardés et la réglementation de protection des tribus autochtones sert précisément à limiter l'approche extérieure. Mais l'histoire récente a aussi montré combien les dispositifs administratifs peuvent être fragiles, réinterprétés, assouplis ou mal compris. En 2018, un changement autour du régime d'accès à certaines îles des Andaman et Nicobar a suscité de fortes inquiétudes, même si les autorités ont ensuite insisté sur le maintien des protections spécifiques pour North Sentinel. Autrement dit, la protection existe, mais elle n'est jamais protégée d'elle-même. Elle dépend d'un contexte politique, de priorités gouvernementales, de patrouilles réelles, de volonté administrative, de vigilance publique. C'est un détail que beaucoup oublient. Une frontière légale n'est pas un mur magique. Elle n'a de force que si des humains décident, chaque jour, de la faire tenir. Or, les îles attirent toujours les appétits. Le tourisme veut ouvrir. La recherche veut comprendre. La sécurité veut surveiller. Les médias veulent montrer. Les aventuriers veulent franchir. La politique veut parfois normaliser. Et au milieu de toutes ces forces, North Sentinel doit rester fermé pour survivre. Pas fermé par caprice. Fermé comme on garde fermée une chambre stérile. Fermé comme on garde fermée une tombe. Fermé comme on garde fermée une mémoire qui n'a pas besoin de spectateurs. Mais plus ce verrouillage dure, plus une question étrange hante les observateurs les plus honnêtes. Combien de temps un tel isolement peut-il encore exister dans un siècle où presque plus rien n'échappe à la capture? La réponse la plus prudente est plus longtemps qu'on ne le croit, à condition que le monde accepte enfin de ne pas tout absorber. Et c'est là qu'apparaît une idée presque vertigineuse. Peut-être que North Sentinel
n'est pas un vestige du passé. Peut-être que c'est un test pour l'avenir, un test de notre capacité à tolérer un espace humain irréductiblement opaque, un test de notre aptitude à reconnaître qu'un refus peut être pleinement légitime sans se traduire dans nos langages, un test de notre faculté à protéger quelque chose sans l'ouvrir, sans l'exhiber, sans l'expliquer jusqu'à l'épuisement. Dit autrement, North Sentinel ne met pas seulement en jeu le sort d'une petite communauté insulaire, elle met en jeu la maturité morale d'une civilisation qui se croit universelle. Car une civilisation vraiment adulte devrait être capable de comprendre ceci. L'humanité n'est pas obligée de se transformer en conversation unique. Tous les peuples ne veulent pas entrer dans le même récit. Tous les mondes ne demandent pas à être reliés. Toutes les portes fermées ne sont pas des problèmes à résoudre. Mais est-ce vraiment ainsi que fonctionne notre époque? Soyons honnêtes, pas vraiment. Notre époque déteste les angles morts. Elle adore l'accès. Elle adore les cartes complètes, les archives ouvertes, les coulisses révélées, les lieux enfin accessibles, les visages jamais filmés auparavant. Elle ne sait presque plus admirer sans capturer. Et c'est pour ça que l'île reste en danger même lorsque personne n'y pose le pied. Parce qu'un lieu peut être agressé longtemps avant d'être envahi. Par l'imaginaire, par la convoitise, par la logique de l'exploit, par le fantasme du premier, par le désir maladif d'être celui qui aura vu. Alors, que se passe-t-il vraiment sur l'île de North Sentinel? Pour l'instant, la réponse la plus honnête reste presque frustrante. Une société humaine continue probablement d'y vivre selon ses propres rythmes, sous ses propres contraintes, dans une vigilance structurée par des siècles de refus, pendant qu'autour d'elle, le monde moderne projette ses fantasmes, ses menaces, ses lois, ses caméras et peut-être bientôt ses dérèglements climatiques. Mais cette réponse, en apparence incomplète, cache déjà quelque chose d'immense, car elle implique que le vrai drame ne se joue peut-être pas dans la jungle. Il se joue autour, sur les bateaux, dans les bureaux, dans les journaux, dans les vidéos, dans les tribunaux, dans les discours humanitaires, dans les rêves de célébrité, dans les politiques de protection, dans nos têtes, surtout. Et plus on avance dans cette histoire, plus une possibilité troublante se dessine. Et si le plus grand secret de North Sentinel n'était pas ce que l'île cache, mais ce qu'elle révèle sur nous dès qu'on s'en approche d'un peu trop près? Et c'est peut-être ici que l'histoire prend son virage le plus étrange. Parce qu'au début, North Sentinel ressemble à un mystère géographique, une île fermée, un peuple inaccessible, des flèches, des récifs, une jungle dense, une ligne rouge sur la carte. Ensuite, à mesure qu'on avance, le mystère devient historique. On comprend que ce refus ne tombe pas du ciel. Il s'enracine dans des siècles d'approches violentes, d'erreurs coloniales, de maladies, d'intrusions, de projections absurdes. Puis, le mystère devient politique. Qui a le droit d'entrer? Qui décide de la protection? Jusqu'où peut-on surveiller sans déjà commencer à violer? Et enfin, presque sans qu'on s'en rende compte, tout se retourne. Le mystère n'est plus sur l'île. Il est dans le regard que nous portons sur elle. Car si l'on est honnête jusqu'au bout, la question « Que se passe-t-il vraiment sur l'île de North Sentinel ?» appelle une réponse décevante pour les amateurs de sensations, mais profondément troublante pour tous les autres. Il s'y passe probablement ce qui se passe dans toute société humaine vivante. On naît, on apprend, on pêche, on se dispute, on rit, on transmet, on enterre, on veille, on craint, on espère, on désigne les imprudents, on respecte les anciens, on observe le ciel, on raconte le passé, on prépare l'avenir dans la mesure où on le peut. Il s'y passe une vie entière, une vie que nous ne voyons presque pas et qui n'a pas été conçue pour être vue. Et c'est peut-être ce qui heurte si fort notre époque. Nous vivons dans une civilisation où presque tout devient surface. Tout doit être montré,
expliquer, commenter, archiver, optimiser, partager, opposer, découper en extraits. Même l'intime finit par devenir contenu. Même la douleur demande son format. Même la solitude est souvent mise en ligne. Alors forcément, face à une communauté qui nous oppose non seulement un refus physique, mais une opacité presque totale, nous nous agitons. Nous appelons cela un mystère, comme si le problème venait d'eux. Mais il se pourrait bien que le problème vienne de nous, de notre incapacité grandissante à admettre qu'une vie humaine puisse rester hors champ. C'est ici qu'apparaît la possibilité la plus dérangeante de toutes. North Sentinel n'est peut-être pas l'énigme. North Sentinel est peut-être le diagnostic. Le diagnostic d'un monde incapable d'accepter des limites. Le diagnostic d'une curiosité qui se croit noble même quand elle devient prédatrice. Le diagnostic d'une modernité qui confond accès et droit. Le diagnostic d'une culture persuadée que ce qui n'est pas raconté lui échappe injustement. Et cela explique quelque chose d'important. Pourquoi tant de récits sur North Sentinel oscillent entre fascination sincère et imaginaire de violation? On prétend admirer cette frontière, mais une partie de nous rêve quand même d'être celui qui la franchira. Pas forcément pour faire du mal. Souvent, même, avec les meilleures intentions du monde. C'est cela qui rend le sujet si piégeux. Le danger ne vient pas toujours d'une mauvaise intention. Il vient parfois d'un désir de comprendre poussé jusqu'au point où il ne reconnaît plus l'autre comme une frontière légitime. Regardez comme ce mécanisme revient sans cesse dans l'histoire humaine. On appelle ça mission, découverte, progrès, contact, pacification, évangélisation, civilisation, recherche, documentaire, témoignage, aventure, contenu. Les mots changent. Le geste, souvent, reste le même. Entrer là où l'on n'est pas voulu, persuadé que l'importance de ce que l'on apporte ou de ce que l'on cherche justifie l'intrusion. Sur North Sentinel, ce geste se brise avec une netteté presque insupportable. Pas de malentendus prolongés, pas de négociations interminables, pas de scène rassurante où tout le monde finit par se sourire autour d'un feu. Seulement cette vérité sèche. Vous n'êtes pas invité. Et le plus étonnant, c'est que cette vérité, au lieu de calmer le monde extérieur, semble parfois l'exciter davantage. Comme si l'interdit renforçait la tentation. Comme si la frontière elle-même devenait un aimant. Comme si le simple fait qu'un espace nous dise non suffisait à réveiller en nous un vieux démon. Celui qui veut être l'exception. L'homme qui sera accepté. Le premier qui prouvera que la rencontre était possible. Celui qui, contrairement aux autres, saura bien faire. C'est une tentation très moderne, mais aussi très ancienne. Elle porte en elle une vanité presque comique, si elle n'était pas potentiellement meurtrière. Et pourtant, il faut être juste. Toute fascination pour North Sentinel n'est pas malsaine. Il existe une fascination légitime, presque philosophique, celle qui ne veut pas posséder, mais comprendre ce que signifie l'existence d'un tel lieu. Celle qui accepte de s'arrêter au seuil, celle qui sait que le vrai respect consiste parfois à contempler une limite sans essayer de la dissoudre. Cette fascination-là n'est pas une agression. Elle peut même être salutaire, parce qu'elle nous rappelle quelque chose que nous oublions sans cesse. L'humanité n'est pas obligée de s'organiser comme un espace totalement transparent. Peut-être même que notre avenir moral dépend en partie de cette leçon. Car le monde qui vient sera un monde de plus en plus dense, de plus en plus surveillé, de plus en plus tracé. Les zones d'ombre vont se raréfier. Les espaces réellement soustraits au regard deviendront presque mythologiques. Dans un tel univers, protéger North Sentinel ne sera pas seulement une affaire de police maritime ou de réglementation administrative. Ce sera un choix de civilisation. Un choix qui dira si nous sommes encore capables de défendre un droit radical à l'altérité
même lorsqu'elle nous frustre. Mais cette idée rencontre un obstacle sérieux. Parce qu'à force de faire de l'île un symbole du droit à l'opacité, on risque une autre erreur, oublier qu'il ne s'agit pas d'un concept, mais d'êtres humains réels. Et des êtres humains réels sont vulnérables. Ils ne vivent pas dans une fable. Ils vivent dans un monde matériel, exposés aux cyclones, aux maladies internes, aux accidents, aux tensions écologiques, aux bouleversements du climat, aux conséquences lointaines de décisions prises ailleurs. Autrement dit, respecter leur distance ne signifie pas les transformer en icônes abstraites du refus. Cela signifie protéger concrètement les conditions dans lesquelles leur continuité reste possible. Cette nuance est essentielle. Sinon, on tombe dans un romantisme commode. On se donne le beau rôle en répétant qu'il faut laisser l'île tranquille, tout en continuant à détruire, à grande échelle, les équilibres naturels dont dépend la survie de toutes les îles. Là encore, North Sentinel nous renvoie à nous-mêmes. Sommes-nous prêts à défendre la souveraineté d'un peuple seulement quand cette défense ne nous coûte rien? Ou sommes-nous capables d'en tirer des conséquences plus larges sur notre manière d'habiter le monde? Car après tout, qu'est-ce qu'une île comme celle-ci nous dit au fond? Elle nous dit qu'un territoire n'est pas un simple support de circulation. Elle nous dit qu'une frontière peut être vitale. Elle nous dit que certaines communautés ne veulent pas être sauvées par ceux qu'elles identifient comme un danger. Elle nous dit qu'il existe des formes de connaissances qui ne se traduisent ni en livres, ni en cartes, ni en bases de données, mais qui n'en sont pas moins réelles. Elle nous dit qu'un peuple peut être petit sans être faible au sens moral du terme. Elle nous dit surtout qu'une civilisation qui entre partout finit par ne plus savoir où elle devrait s'arrêter. Et c'est peut-être là qu'apparaît le retournement final. On a souvent raconté North Sentinel comme le dernier bastion d'un passé révolu. Mais si c'était l'inverse? Et si l'île ne représentait pas un reste du passé, mais une question posée au futur? Une question brutale, simple, embarrassante. Êtes-vous encore capable de ne pas tout prendre? Cette question, il faut la laisser résonner un peu, parce qu'elle déborde très largement le cas des sentinelles. Elle touche à la technologie, à la culture, aux données, à l'intimité, aux écosystèmes, aux peuples minoritaires, à la manière dont les sociétés puissantes regardent les plus petites. North Sentinel devient alors plus qu'un lieu. Elle devient une épreuve mentale, une épreuve de retenue. Or, la retenue n'est pas exactement la grande vertu de notre siècle. Notre siècle s'est accéléré. Il sait stocker. Il sait connecter. Il sait surveiller. Il sait recommander. Il sait diffuser. Il sait convertir toute chose en flux. Ce qu'il sait beaucoup moins bien faire, c'est renoncer. Renoncer à voir. Renoncer à entrer. Renoncer à savoir plus. Renoncer à transformer une présence humaine en objet d'expérience. Renoncer à faire de toute altérité un contenu assimilable. Et c'est pour ça que North Sentinel reste si fascinante. Non pas parce que l'île cacherait nécessairement des rituels impossibles, des vestiges antiques ou des créatures inconnues sous les arbres, mais parce qu'elle met à nu, avec une clarté presque cruelle, notre difficulté à accepter qu'un refus humain soit définitif. Il y a pourtant une autre couche, plus intime encore. Pourquoi cette histoire nous remue-t-elle autant? Pourquoi tant de gens qui n'iront jamais dans l'océan Indien, qui ne verront jamais les récifs des Andamans, qui ne croiseront jamais la silhouette d'une pirogue sentinelaise, restent-ils captivés par cette île? Peut-être parce qu'elle réveille une vieille mémoire enfouie, celle d'un monde qui n'était pas entièrement disponible. Un monde avec des blancs sur les cartes, avec des portes fermées, avec des forêts où l'on n'entrait pas sans peur, avec des rivages qu'on n'abordait pas à la légère.
Nous avons perdu beaucoup de ces sensations. Nous avons remplacé le seuil par l'interface, la distance par le réseau, l'inconnu par l'actualisation permanente. Et voilà qu'au milieu de cet univers saturé d'accès, subsiste un lieu qui refuse de devenir une page ouverte. Cela peut nous agacer, cela peut nous intriguer, cela peut même nous sembler archaïque. Mais cela provoque aussi, chez certains, quelque chose de plus rare. Une forme de respect mêlé de tristesse. Respect, parce qu'on comprend qu'il faut protéger cette distance. Tristesse, parce qu'on devine à quel point cette distance sera de plus en plus difficile à maintenir dans le siècle qui vient. Car, ne nous mentons pas, même avec les meilleures lois, même avec des patrouilles, même avec une vigilance internationale, North Sentinel restera exposé à la pression du monde. Pas seulement aux intrus, à tout ce qui déborde de nous, la dérive climatique, l'économie de l'attention, la croyance que l'exception doit être conquise, la tentation médiatique du choc, la bureaucratie qui croit bien faire, le langage de la normalisation, les fantasmes pseudo-humanitaires, les récits sensationnalistes, la simple arrogance humaine. Alors, que se passe-t-il vraiment sur l'île de North Sentinel? Voici peut-être la réponse la plus juste que l'on puisse donner, sans trahir l'île par un excès d'interprétation. Il s'y passe un effort continu pour rester soi. Un effort collectif, silencieux, armé parfois, rude certainement, mais cohérent. Un effort pour empêcher qu'un monde plus vaste, plus puissant et plus intrusif ne traverse la mer et ne s'installe au cœur de leur réalité. Un effort pour préserver des formes de vie, de mémoire et de relations au territoire dont nous ne connaîtrons sans doute jamais les détails. Un effort, enfin, pour dire non là où tant d'autres peuples n'ont jamais eu la possibilité réelle de le dire. Et ce non, il faut peut-être l'entendre non comme un grondement hostile venu de la jungle, mais comme l'une des dernières phrases radicales qu'une petite société humaine adresse au reste du monde. Laissez-nous hors de votre histoire. C'est une phrase immense, une phrase presque impossible à accepter pour les civilisations expansives. Une phrase qui ressemble, selon le point de vue, à un geste de peur, à un geste de dignité, à un geste de survie ou à un geste de souveraineté absolue. Sans doute un peu de tout cela à la fois. Et nous, dans tout ça, nous restons au bord, comme des spectateurs frustrés, comme des héritiers embarrassés d'une histoire de contacts empoisonnés, comme des enfants d'un siècle qui croient que tout mystère doit être résolu. Et peut-être, si nous faisons un petit effort moral, comme des êtres capables d'apprendre enfin une leçon très simple, parfois, la chose la plus humaine à faire n'est pas d'avancer, mais de s'arrêter. C'est peut-être ça, le dernier secret de North Sentinel. Pas un secret caché sous la terre, pas un secret enfermé dans une grotte, pas un secret porté par une créature nocturne entre les arbres, un secret bien plus difficile à accepter, la limite. La limite comme condition de survie, la limite comme acte politique, la limite comme forme de sagesse imposée par l'expérience, la limite comme refus de disparaître dans le monde d'un autre. Et si cette idée nous paraît à ce point vertigineuse, c'est peut-être parce qu'au fond, nous savons qu'elle ne concerne pas seulement une île lointaine. Elle concerne aussi tout ce que nous avons déjà trop exposé, trop ouvert, trop consumé, trop converti en spectacle. Alors je vous laisse avec une dernière question. Si un jour la technologie vous permettait de voir parfaitement North Sentinel, sans y poser le pied, sans être détecté, sans risque pour vous, sans même qu'eux le sachent, faudrait-il le faire? La tentation de répondre oui serait immense, par curiosité, par science, par fascination, par simple envie de savoir. Mais si vous répondez oui trop vite, demandez-vous ce que vous êtes en train d'accepter exactement. Non pas l'accès à une vérité, mais le droit de traverser malgré tout la dernière barrière, simplement parce que vous en avez les moyens. Et à partir de là,
une autre question surgit, plus inconfortable encore. Combien de fois dans l'histoire humaine avons-nous appelé connaissance ce qui n'était, au fond, qu'une incapacité à respecter une frontière? C'est peut-être là que North Sentinel nous observe, en silence. Pas pour nous enseigner une morale exotique, pas pour nous offrir une parabole parfaitement propre, mais pour nous renvoyer notre propre visage à l'instant précis où nous décidons si tout ce qui existe doit, ou non, devenir accessible. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'à ce bord du monde, entre le corail et la jungle, entre la curiosité et la retenue, entre la violence du contact et la dignité du refus. Si cette histoire vous a fait regarder autrement les lieux fermés, les peuples isolés et cette obsession moderne d'ouvrir toutes les portes, alors elle aura déjà fait quelque chose d'important. Prenez soin de votre attention, parce qu'elle peut devenir une forme de prédation quand elle oublie le respect. Et souvenez-vous que certains mystères ne sont pas là pour être vaincus. Ils sont là pour nous apprendre jusqu'où nous devrions cesser d'aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.